Vous m'entendez bien, tout va bien? Bien. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu d'un cas précis, c'est-à-dire des jeux de rôle qui permettent de jouer dans le cadre d'une des grandes sources d'inspiration des jeux de rôle en général, c'est-à-dire la mythologie grecque. Alors, la mythologie grecque et les mythologies en général, sont l'une des sources principales d'inspiration des jeux de rôle, mais une source souvent très indirecte, puisque les jeux de rôle s'inspirent de fantasy ou de littérature de culture de l'imaginaire qui elle-même puise indirectement dans les mythologies. Il y aurait plein de choses passionnantes à faire et beaucoup trop longues pour aujourd'hui à étudier sur, par exemple, des univers comme RuneQuest qui revendiquent l'aspect mythologisant tout en s'inspirant de plein de choses à la fois. Bon, pour l'instant, pour ne pas faire trop long, je vais simplement m'intéresser à quelques cas précis de jeux de rôle qui proposent vraiment de jouer dans la mythologie grecque, ou en tout cas en s'en rapprochant assez explicitement. Donc, alors, ma problématique, Olivier Caïra vient de parler et de rappeler un petit peu son questionnement pour jouer avec l'histoire. Donc, les études qui étaient rassemblées dans Jouer avec l'histoire, c'était de savoir comment faire pour créer une interactivité dans un monde qui est un cadre inspiré d'un contexte historique précis, et comment faire pour avoir le droit de faire n'importe quoi sans trop faire n'importe quoi non plus, visiblement, ou en faisant n'importe quoi de façon un peu cohérente. La mythologie grecque, ça pose d'autres types de problèmes. Un gros avantage de la mythologie grecque, c'est que quand je dis la mythologie grecque, vous voyez tous instantanément de quoi je veux parler. Donc c'est une expression qui véhicule un ensemble de références très largement partagées. Il y a des noms de personnages, des noms de héros, Thésée, Oedipe, etc. Des monstres, des lieux, les dieux de l'Olympe, le Minotaure, le labyrinthe, des généalogies, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'Umberto Eco appelle une encyclopédie, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de références communes qui surgit tout de suite et qui est pratique pour commencer à jouer assez rapidement. Alors, dans le même temps, la mythologie grecque, c'est un ensemble extrêmement flou pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est que la mythologie grecque n'est pas contenue dans une œuvre précise. C'est pas comme adapter Le Seigneur des Anneaux ou les films Star Wars. Mais il y en a plusieurs. Il y a les épopées d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Il y a la Théogonie d'Hésiode qui raconte la création du monde. Mais il y a énormément d'autres textes comme ça, et surtout, ce sont des textes qui datent d'il y a 2800, 2500 ans, et que beaucoup de gens n'ont jamais lus, ou pas en entier. Et donc, il y a une connaissance très indirecte, souvent par dictionnaire de mythologie, ou bien par l'intermédiaire d'œuvres artistiques, des péplums, des romans, qui vont s'inspirer de ça, et qui vont, chacun, modifier des petites choses, réécrire ou réinventer complètement ces choses-là. Deuxième raison, la mythologie grecque est toujours vivante. Alors évidemment, les dieux de l'Olympe, tout ça, on n'y croit plus tellement, mais dans la fiction, les mythes ont une postérité récente, contemporaine. On continue à écrire des romans, à monter des pièces de théâtre, etc. etc. Donc il y a beaucoup de réécritures, mais aussi des adaptations ou même des refondations complètes, très souvent sur le mode de la création originale librement inspirée d'eux. Ce qui peut donner parfois, du point de vue des spécialistes, massacre décomplexé. Or, la majorité des gens ne lisent pas les textes antiques, mais vont avoir, eux, vu les films ou lu les romans. Donc ma question va être comment s'y prendre pour créer un jeu et pouvoir jouer confortablement à un jeu qui propose comme univers la mythologie grecque, en étant pris dans cette tension entre, d'un côté, la tentation de rester à une antiquité imaginaire, qui est la même qui nourrit les péplums et les romans mythologiques, c'est-à-dire qu'on va dire, ouais, en gros c'est comme ça. En gros, c'est comme ça, vous voyez, et puis en fait, on va faire ce qu'on veut, ce qui est très pratique, c'est plus rapide. Et le pôle inverse, c'est la documentation, quasiment documentation historique, en disant on va se plonger dans les œuvres antiques, on va lire des bouquins universitaires sur le monde grec antique, etc. etc. Donc là, je vais prendre 3 exemples de jeux qui sont tout récents. C'est Dieux ennemis, qui est un jeu américain sorti en 2004, Agone, américain aussi, sorti en 2006, et Antica, français, sorti fin 2014. Et chacun de ces jeux propose une approche différente. Et ce qui va m'intéresser aussi, c'est de voir comment ces jeux vont hésiter entre ces deux tentations possibles. La tentation péplomesque, c'est-à-dire on va faire comme dans l'antiquité fantasmée, l'antiquité imaginaire, et de l'autre, la documentation. Et on va quand même faire le boulot sérieusement et essayer de proposer quelque chose aux joueurs qui soit quand même facilement jouable. Donc, première chose, première partie, je vais m'intéresser à la façon dont ces jeux vous plongent dans une ambiance grecque antique et mythologique.
on va prendre un petit peu de jargon narratologique et reprendre ce que Gérard Genève appelle le péritexte éditorial qui entoure le texte. Alors le texte, c'est l'intérieur du livre, le péritexte, c'est tous les éléments qui annoncent, c'est-à-dire notamment les couvertures, le quatrième de couverture, les résumés, etc., etc. Voyons la couverture et on va voir comment ces jeux donnent le ton et surtout quelles sont leurs influences. Alors, Agone, alors voilà les différents jeux que je vais étudier. Alors, on va commencer par Agone. Agone, image de droite, donc vous avez un casque de hoplite vide sur un fond noir avec juste une petite tache de sang en bas à gauche et vous avez le nom Agone. Alors ça, c'est la couverture américaine. Vous avez ici la couverture française, la tache de sang a disparu et à la place du A, vous avez un lambda. Bon. Tout est dans la retenue, hein, vous n'avez pas de gros massacres. Le casque est vide, on a l'impression un peu qu'il attend les joueurs. Vous aussi, revêtez-vous de l'équipement du hoplite. Mais on a quand même les taches de sang, et le casque est un peu abîmé. Donc on est en fait à mi-chemin entre une espèce de promesse de gloire, les guerriers propres sur eux en armure étincelante, et la réalité des combats, c'est-à-dire le sang. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comparer un petit peu ça avec les fictions à sujet antique, pas seulement mythologique, mais à sujet antique, qui sont sortis à peu près dans les mêmes années. Alors il se trouve qu'Agone est sorti l'année d'après un comic américain qui s'appelle 300 de Frank Miller, qui raconte en théorie la bataille des Thermopyles du point de vue des 300 Spartiates, et en pratique fait une espèce de réinvention très fantasmée, très mythifiante justement, à la gloire des guerriers en question. Et si on regarde un peu la couverture de 300, c'est assez intéressant parce qu'on a un casque de hoplite vide et des taches de sang et un fond sombre. Le jeu Agone ne revendique pas 300 comme inspiration. En revanche, le jeu Agone, on le verra, revendique ouvertement les péplums comme inspiration. Il se situe dans une approche complètement antiquité imaginaire et même antiquité fantasmée. Donc on est largement dans le décomplexé. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'apprendre le grec ancien aux joueurs, qui ne sont pas là pour ça, mais il s'agit de faire grec ancien. Donc la couverture, par exemple, le titre est en grec ancien. Alors le truc... Bon, ça ne marche pas avec l'image de couverture américaine qui a bien fait le boulot. Sur la couverture française, la première lettre est un lambda. Donc si vous lisez ça en alphabet grec ancien, ça fait Ulgone. En fait, on comprend très bien, évidemment, le but n'est pas de faire une inscription en grec ancien exact, mais de faire grec. Donc un lambda, ça ressemble à un A, et en même temps, ça fait étrange. Donc c'est ce qu'il faut. Deuxième jeu. Alors voici les sources d'inspiration d'Agone. Ce sont les bons vieux péplums des années entre les années 50 et les années 90. Sachant que le péplum a connu une grosse résurgence depuis l'an 2000, après Gladiator, qui a été un gros succès, qui a fait que les studios ont recommencé à faire des péplums. Mais bon, du coup, Agone mentionne aussi 3 dans ses inspirations. Donc voilà, 3. Et dans tous les cas, on est dans une antiquité imaginaire qui partage un certain nombre de caractéristiques qu'on va retrouver dans les autres jeux. C'est une antiquité largement militarisée, antiquité grecque, mythologique d'accord, mais on joue des gens qui sont avant tout des guerriers, voire des soldats professionnels comme Achille. On regarde sur ces fiches de péplum, on retrouve à peu près les mêmes éléments. Le fameux casque de hoplite, là, dans la fiche de Jason et les Argonautes, les boucliers, etc. On retrouve le casque à panache, qui est un peu l'une des icônes qui aussitôt vous fait surgir en tête la mythologie grecque. Alors, autre exemple, Antica, on est un peu dans l'extrémité inverse. La couverture d'Antica, c'est on plonge au cœur de l'action tout de suite. On a un gros monstre qui est assez librement inspiré par le Minotaure, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus gros qu'un simple hybride homme-taureau. Il a des yeux rouges. On voit qu'il a un pagne, qu'il est sur ses 2 pattes, qu'il a une épée. Et en face de lui, dos au spectateur, on a un guerrier dont l'équipement ressemble à celui d'un guerrier grec antique. Il a une lance, il a un bouclier rond, il a un casque à panache rouge. Le rouge revient très souvent aussi. On verra que le comic 300 n'y est pas pour rien, avec les capes rouges, le panache rouge, le sang rouge, enfin ça fait partie des codes couleurs. Et en même temps, son armure n'est pas historiquement exacte, ça mélange un petit peu, il y a un petit côté cuirasse romaine, etc. Donc on est librement inspiré d'eux. Dernier jeu. Alors, pour le dernier jeu, la couverture, je vais me baser sur l'édition américaine, parce que le jeu a été notablement transformé pour son édition française. Si vous regardez la couverture américaine, vous avez un titre dans une police de caractère qui fait penser à celle d'un manuel de latin, avec des capitales bien nettes qu'on pourrait trouver sur un arc de triomphe. En dessous, vous avez des silhouettes de divinités de plusieurs mythologies. Vous avez une espèce d'Athéna, un Anubis,
un centaure, etc. Et vous avez une citation carrément en alphabet grec ancien. Là aussi, évidemment, la plupart des gens ne sauront pas déchiffrer ça, mais vous avez quand même la traduction en dessous. Et c'est bien, ça met dans l'ambiance tout de suite. Bon, je reviendrai ensuite sur la couverture française. Donc maintenant, je vais passer à mon exemple. Ouais. Donc, quand vous ouvrez ces manuels de jeu, vous allez être mis dans l'ambiance par des illustrations et par la mise en page intérieure. Alors, bon, là, je n'ai pas de scan, mais si vous regardez la mise en page intérieure, vous avez notamment le casque à panache qui revient, des paysages avec des petits temples grecs. Si vous ouvrez le manuel d'Antica, à chaque page, vous avez un fond, vous avez des belles illustrations évidemment, et vous avez sur la gauche des frises grecques que vous trouvez aussi dans le manuel d'Agone, donc là, la grecque. Vous avez des montagnes stylisées avec des temples grecs stylisés qui sont des façades de temples de l'époque classique, qui sont parmi les grandes icônes qui signifient la Grèce antique. Donc voilà comment tous ces jeux plongent dans l'ambiance. Alors, je passe un peu vite, mais ces jeux utilisent aussi des citations d'œuvres antiques, citations de l'Iliade et de l'Odyssée dans Antica, mais citations aussi, par exemple, de Ilium de Dan Simmons dans Agone, qui est pourtant un roman de science-fiction, mais qui met en scène des figures mythologiques. Voilà, ça c'était comment on fait grec, comment est-ce qu'on plonge les joueurs dans une ambiance. On va voir que ça compte, au moment où on lit le jeu, on découvre le jeu, on a envie d'avoir l'imagination qui travaille et ça aide beaucoup. Deuxième chose, quelles sont les références affichées par les univers de ces trois jeux? Il y a trois approches très différentes. Le jeu Dieux ennemis, avec son édition française ici, c'est un tout petit jeu, comme vous pouvez le voir, c'est des petits livrets. C'est avant tout un concept de jeu qui s'inspire des études mythologiques. Le principe, c'est on va jouer à la fois un héros et un dieu. Et on va jouer la relation entre les héros et les dieux. Donc chaque joueur incarne à la fois un personnage humain et un dieu dans l'assemblée des dieux. Et donc il va y avoir des intermèdes d'assemblée divine où les joueurs vont pouvoir faire intervenir les dieux, dire que les dieux vont manipuler tel ou tel personnage. Dans Agone, là aussi c'est pas un jeu de poche, mais un jeu tout petit, c'est une Grèce antique fantasmée où en gros il n'y a pas de description de l'univers. C'est juste, on joue vaguement dans des îles grecques où il fait toujours beau et chaud. On joue des gens qui ont la peau bien huilée, qui sont bien musclés, etc. Ils ont des chitones, ça veut dire tunique, mais on ne va pas trop s'occuper de documentation. C'est une Grèce antique fantasmée qui est décrite en quelques grandes lignes, et le reste, c'est juste on fait des bonnes aventures façon Donjons et Dragons. Et la dernière possibilité, c'est Antica, bon gros manuel de jeu lourd, avec une description d'univers qui mélange des inspirations historiques, un petit peu de documentation, des éléments puisés à la mythologie grecque, mais aussi des inventions pures. Quand on regarde un petit peu dans le détail, ce n'est pas une thèse sur la mythologie grecque, c'est un jeu de rôle qui ajoute du contenu complètement nouveau. Si on regarde un petit peu... il va falloir agrandir ça peut-être un peu. Alors, dans le jeu Agone, vous avez un paragraphe dans l'introduction qui s'intitule très clairement « Authenticité historique, pas vraiment ». Donc, etc. Ne vous préoccupez pas outre mesure des détails historiques. Ce qui compte, c'est d'obtenir une ambiance et un feeling approprié. Un peu comme un péplum rempli de mythologie et de combats. Pensez à votre Sinbad préféré. Alors ça, c'est même pas en Grèce antique que ça se passe normalement, mais c'est pas grave. Ou le choc des titans, donc qui raconte l'histoire de Persée. Ou même carrément ce navet étroit, tant que cela peut vous aider à trouver le bon état d'esprit. C'est une affaire d'état d'esprit. Vers la fin du jeu, on a des notes de l'auteur qui expliquent un petit peu la genèse du jeu, et il explique, franchement, Agone est ma version de Donjons et Dragons. Chose qui avait été faite avant en France dans un jeu qui, comme son nom ne l'indique pas, est français, mais qui s'appelle Mazes and Minotaurs. En gros, ils avaient remplacé les souterrains par des labyrinthes et les dragons par des minotaures, et ça faisait un jeu à la Donjons et Dragons, une espèce de jeu rétro, mais dans l'Antiquité. Dans Antica, au contraire, vous avez une bibliographie en début de manuel, avec l'Iliade en édition folio, l'Odyssée, les Métamorphoses d'Ovide, la Théogonie, l'Énéide et l'Enquête d'Hérodote. Plus à la fin, un dictionnaire des mythologies du monde. Ce ne sont pas des manuels universitaires, ce ne sont pas des éditions scientifiques, mais ça correspond un peu à ce qu'une personne du grand public, un non-spécialiste, peut essayer de faire pour bricoler un jeu. Donc ça, c'est très intéressant, parce que moi, au départ, j'étudie pas les jeux de rôle, au départ, j'étudie la mythologie grecque. C'est très intéressant de voir comment des non-spécialistes s'approprient ça, en fouinant, en allant chercher des bouquins, etc. Et l'auteur revendique même un aspect, dans la préface, là vous avez à peu près au milieu de la page, l'auteur revendique même donc une volonté de découverte historique, littéraire et mythologique, et même pense faire de son jeu un jeu militant et quasiment éducatif. Bon.
quelle est la réalité de tout ça quand on regarde un petit peu dans le détail? Agone est tout à fait en accord avec son propos de départ, c'est-à-dire on joue dans une ambiance de péplum. Il n'y a pas de référence historique précise, pas de chronologie précise, on joue vaguement sur des îles qui sont générées avec des tables aléatoires, donc c'est complètement décomplexé. Ce qui compte, c'est le système de jeu sur lequel je reviendrai après si j'arrive à pas trop bavarder, que j'ai le temps. Dans Antica, en fait, c'est un peu le jeu où le péplum est chassé par la porte et rentre par la fenêtre. C'est-à-dire que, bon, la préface, c'est très bien, mais quand vous lisez le détail, vous lisez la présentation, qui n'a peut-être pas été écrite par la même personne, je ne sais pas. Donc Antica se veut être un jeu de rôle épique, référence à l'épopée, proposant aux joueurs d'incarner des héros de la Grèce antique et mythique, donnant ainsi immédiatement accès à une déferlante de gloire et de pouvoir, tout en restant un reflet fidèle des épopées consignées dans l'Iliade, l'Odyssée et l'ensemble de la tradition mythologique. Alors le problème, c'est que quand on lit le jeu et ses règles, on se trouve avec des personnages qui sont quasiment des super-héros, qui ont des pouvoirs spéciaux qui dépendent de la divinité dont ils descendent. Sauf que dans les mythes grecs antiques, c'est pas comme ça que ça se passe. Achille n'a pas un pouvoir précis du fait qu'il descend de Zeus plutôt que de Poséidon. On a des pouvoirs qui permettent, par exemple, quand on est fils de Poséidon, d'aller dans l'eau et d'avoir le corps qui se couvre d'écailles. Ça se trouve pas du tout dans les mythes grecs. Donc on a des choses qui sont de l'invention pure. Et en pratique, en fait, Antica est plus un jeu qui est plus proche de la mythologie grecque, qui est beaucoup plus proche que les deux autres, mais qui tend, en fait, lui aussi vers le péplum, et qui est plus inspiré par les univers façon Percy Jackson. Percy Jackson, ça se passe de nos jours, mais c'est en gros un garçon qui découvre qu'il descend de Poséidon et qui va découvrir que les dieux grecs existent, etc. Et donc dans Percy Jackson, on a un énorme bestiaire de créatures qui défilent, on a beaucoup d'équipements magiques, et du coup on a un petit côté donjon aussi, un petit côté gros bill, puisqu'on accumule les pouvoirs, les objets, etc. Donc on dérive petit à petit. Dans Dieux ennemis, le principe est encore différent, c'est quasiment un jeu concept, il n'y a pas d'univers, si, il y a un univers qui est décrit très brièvement, c'est un univers de fantasy. Pourquoi ai-je inclus ce jeu dans mon corpus d'études aujourd'hui? Ce qui m'intéresse, c'est de voir que l'auteur s'est inspiré, il le dit dans la préface, de ses cours de mythologie, et dans la conception de son système de jeu, il s'est inspiré de vieilles études mythologiques, comme les études de l'ordre Raglan, fin 19e, début 20e, ou celles de Joseph Campbell, qui date de la première moitié du XXe siècle. Et il s'est inspiré des études du type le voyage du héros, les 10, 15 ou 20 étapes du voyage du héros. Il s'est inspiré de ça pour élaborer le questionnaire qu'on doit remplir à la création de personnages. Donc, en fait, on a un truc intéressant qui est la façon dont un auteur de jeu va aller lire des études mythologiques, tout à fait sérieuses, bon, elles sont dépassées maintenant, mais elles sont sérieuses, pour ensuite aller alimenter sa fiction. Donc on a une fiction qui n'est pas la Grèce antique, mais qui est largement influencée par l'étude de la Grèce antique. Alors, maintenant, dernière partie, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ces jeux peuvent modéliser sous forme de points de règle des notions culturelles qui viennent tout droit de la Grèce antique. Ça va, j'ai le temps encore ? Ouais. Donc, premier cas, la notion de l'hubris. Qu'est-ce que c'est que l'hubris ? L'hubris, c'est la démesure, la fierté exagérée, tout ce qui fait qu'un mortel va outrepasser les conditions, les limites normales de sa condition de mortel et va donc finir par courroucer les dieux. Il y a 2 jeux sur les 3 qui utilisent cette notion. Le premier, c'est Dieux ennemis. Dans Dieux ennemis, vous regardez la fiche de personnage qui est là, vous avez un cadre avec indiqué hubris. Et on commence avec 2 points d'hubris, et l'hubris va pouvoir augmenter, et on va pouvoir s'en servir. Alors, les différents jeux font ça de façon assez différente selon leur système de règles. Dans Dieux ennemis, on observe la reprise de quelque chose qu'on trouve aussi dans les études tout à fait scientifiques sur les épopées grecques. Dans les épopées grecques, les actes d'un héros ou d'une héroïne ont ce qu'on appelle une double motivation. Il y a la motivation humaine, donc le libre arbitre de la personne, et il y a la motivation divine, c'est-à-dire toutes les divinités qui vont être par-dessus son épaule et qui vont lui souffler d'aller plutôt faire ci ou ça, d'agir de cette façon ou d'une autre. Donc il y a à la fois une responsabilité et en même temps la responsabilité des dieux qui déresponsabilisent un petit peu les personnages. Donc ça, pour les hédénistes, c'est un sujet d'étude tout à fait intéressant sur la conception de la personne, conception du sujet, conception de la responsabilité. Et c'est intéressant de voir que les concepteurs de jeux sont tout à fait conscients de ça, même s'ils n'ont pas forcément lu les études en question. On a donc une influence divine qui va être modélisée de plusieurs façons. Dans Dieux ennemis,
Pour effectuer une action, un joueur peut utiliser deux méthodes différentes. La première méthode, c'est utiliser son score en dévotion envers la divinité dont cette action relève. Donc, typiquement, pour un combat, on va utiliser son score de dévotion envers le dieu des champs de bataille. Bon, il ne s'appelle pas Arès, mais c'est tout comme. Deuxième possibilité, utiliser le score d'Hubris, ce qui signifie, en termes de jeu, que le personnage va utiliser ses propres ressources plutôt que de s'adresser à une divinité et de la prier pour obtenir un bon résultat à son action. Et donc, dans Dieux ennemis, évidemment, les conséquences sont que plus on utilise l'Hubris, plus les dieux risquent de se courroucer. Et donc, dans la suite des règles, on découvre que du côté des dieux, quand vous jouez les dieux dans les scènes d'assemblée divine, vous pouvez décider de punir un mortel qui vous a un peu snobé en lui envoyant une malédiction. Et pour faire marcher la malédiction d'un point de vue mécanique, on va utiliser le score d'Hubris. C'est-à-dire que le score d'Hubris du personnage qui va lui permettre d'agir de son propre chef va se retourner contre lui si un dieu essaye de le maudire. L'auteur du jeu modélise ça en disant « Utiliser la vanité du héros contre lui-même est une méthode classique de punition divine ». Et il se réfère au mythe antique. Donc ça, c'est une première façon de modéliser l'hubris dans un système de jeu de rôle. La deuxième façon, c'est dans Antica. Alors dans Antica, la logique, en gros, pour aller vite, c'est un peu comme dans Star Wars, sauf que l'hubris remplace le côté obscur. L'hubris, ça va être un moyen de faire des actions plus performantes, plus rapidement, plus facilement. La contrepartie, ça va être que vous allez accumuler des points de némésis, c'est-à-dire la colère divine. Et au bout du compte, ça va finir par craquer, c'est-à-dire que le meneur de jeu va faire en sorte que les dieux vont vous envoyer des malheurs sur le coin de la figure. Donc, si on lit un petit peu la caractéristique hubris, donc il y a une caractéristique hubris sur la feuille de personnage, l'hubris est défini comme le déferlement de la rage et de la colère, considéré parfois comme du courage ou de la témérité, mais menant souvent à la folie destructrice, au dépassement des limites, donc à la démesure, etc. etc. Bref, c'est le mal qui nous conduit à la folie contre les autres. Donc bon, je n'entre pas dans tout le détail sur le calcul de la caractéristique. Et un peu plus loin, donc, le joueur peut dépenser des points d'hubris pour bénéficier de dés supplémentaires au moment d'un jet de dés. En contrepartie, il perd des points en Aristeia, qui mesure sa probité et son excellence, et il accumule des points de Némésis. Et donc plus le joueur pioche dans son hubris, et plus le sort s'acharne sur son personnage, le précipitant vers son épilogue funeste, dans le sens qu'une fois que la jauge est pleine, l'heure des comptes est arrivée. Donc le meneur de jeu va pouvoir, à sa discrétion, envoyer des périls supplémentaires contre le personnage. Donc ça, c'est la notion d'hubris. C'est assez intéressant parce que ce n'est pas forcément une notion qui est si étudiée que ça par les édénistes. Ce n'est pas forcément le grand concept auquel on s'intéresse dans les universités, mais c'est quelque chose qui parle assez facilement aux concepteurs de jeux et qui offre un potentiel ludique assez énorme. C'est relativement simple à modéliser et en même temps, vous voyez qu'on a pas mal de façons différentes de le faire. Dernier point, si j'ai encore un petit peu de temps, oui, ça va, d'accord. Je vais terminer avec la notion de destin. La notion de destin, elle s'applique surtout pour le jeu en campagne. Quand vous faites des scénarios isolés, c'est pas très intéressant. Mais donc c'est utilisé par les jeux Agone et Antica, de nouveau. Donc dans Agone, vous créez un héros avec un compteur de destin qui sert un petit peu de compte à rebours. Plus le héros va vivre d'aventures, accomplir d'exploits, plus sa jauge de destin va augmenter. Et il peut aussi décider d'augmenter son score de destin pour avoir un dé supplémentaire, annuler un malus, avoir un bonus au moment d'un jet d'action. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on n'a plus de cases de libre dans la jauge de destin sur la feuille de personnage? Eh bien, le personnage doit être mis à la retraite. Il va mourir. Ça va être sa dernière aventure, on joue la dernière aventure, et le personnage va rencontrer son destin. Et vous avez des systèmes de jet de dés pour déterminer plus ou moins aléatoirement quel va être le destin, glorieux ou tragique, du personnage. À côté de ça, il y a une jauge de gloire qui est le cœur du jeu, puisque le jeu consiste à accumuler de la gloire en faisant des exploits. Et cette jauge de gloire va déterminer si, une fois que votre personnage a épuisé son destin, le personnage va avoir un destin obscur, s'il va rester méconnu, ou bien si au contraire il va rester une légende dans les mémoires de la population. Dans Antica, c'est un peu différent. Le jeu Antica prend le parti de mettre en scène des héros au destin toujours tragique. Donc avec un mot grec qui est la moira, qui exprime donc
le destin individuel. Ce destin est toujours funeste, et il est tiré là aussi à la création du personnage. Donc là aussi, on a un effet de compte à rebours qui est intéressant pour le jeu à long terme. Et le tirage de la Moira consiste en le tirage d'une prophétie, qui va être évidemment énigmatique, et qui va être en partie déterminée au hasard, avec des tables et des jets de dés, et en partie par le joueur lui-même, en accord avec le meneur de jeu. Et donc le joueur sait à peu près, dès la création de son personnage, que par exemple, son personnage finira écrasé par une montagne un jour de nuit sans lune, ou un truc comme ça. Évidemment, c'est très obscur, et ça va être au meneur de jeu de multiplier petit à petit les signes funestes quand le personnage accumule de la némésis. Voilà, et donc on a deux notions différentes pour le destin. Donc, conclusion, d'abord, qu'observe-t-on dans cette tension entre la documentation et le péplum? Donc, tout d'abord, quand on regarde un peu les notes des auteurs et leur préface, la connaissance directe des sources antiques chez les auteurs de jeux se limite à quelques très grands classiques, en général Homère et Hésiode. Ces derniers sont abondamment cités, mais ils ne sont pas forcément exploités de façon très approfondie. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de liste de personnages ou de lieux avec directement le renvoi à tel chant de l'Iliade ou de l'Odyssée. Donc ça reste un rapport relativement décomplexé. La connaissance de la mythologie grecque est en grande partie indirecte, ça c'est pas une grande surprise. Elle passe par le vecteur de l'école. John Harper, dans Dieux ennemis, mentionne ses cours de mythologie. Il a commencé à concevoir le jeu au collège parce qu'il jouait à Donjons et Dragons et ça l'embêtait de ne pas pouvoir jouer un dieu. Peut-être aussi donc les cours à l'université. Ça passe par les éditions grand public de grands classiques de la littérature grecque, comme Homère et Hésiode, au détriment des auteurs plus obscurs qui ne sont pas encore placés à la portée du grand public. Et ça passe par des ouvrages de vulgarisation du type dictionnaire de mythologie. Et dans l'ensemble, ces jeux montrent un amour certain pour l'antiquité imaginaire, voire joyeusement fantasmée, malgré, ou même en fait à cause de ces écarts avec la vraie mythologie antique. Ça libère l'esprit de tout un tas de problèmes. Comment on fait pour jouer des femmes? Il paraît que c'est pas possible. En fait, si, mais bon. Ça pose souvent problème aux auteurs de jeux et aux rôlistes. Comment on ferait pour aller dans tel endroit précis? Quelles sont les coutumes exactes? Comment fonctionne la religion? Là, en fait, avec les systèmes de règles, on modélise la religion avec quelques jets de dés. On a des scores de dévotion, on a une prière qui permet d'avoir un bonus, et en contrepartie, il faut faire autre chose, etc. Et donc, on observe une influence certaine du genre du péplum, qui est plus ou moins affichée, et aussi des fictions mythologiques récentes, en fantasy mythologique, plus qu'en roman historique, notamment les fictions du type Ilium ou Percy Jackson, qui ne sont pas toujours citées, mais qui ont visiblement influencé l'esprit des auteurs. Donc, de fait, la tendance imaginaire l'emporte nettement sur la documentation historique, pour l'instant, pour ces trois jeux en tout cas, ce qui n'empêche pas qu'il existe à côté de ça des jeux de rôle historiques permettant de jouer en Grèce antique, mais ce n'est pas de la mythologie. Et donc peut-être parce que cet effort de documentation serait considéré à tort ou à raison comme trop difficile ou trop peu accessible pour les joueurs. Une autre chose intéressante, c'est plus de la sociologie et c'est un peu aventureux, c'est un travail en cours. Je me demande s'il n'y a pas aussi un héritage de la postérité de la mythologie qui fait que spontanément on a tendance à voir ça avec un recul critique assez décomplexé, parce que quand même ces histoires de dieux qui sont 12 et qui ont des coucheries alors qu'ils sont supposés être mariés, etc., c'est pas très sérieux. Ça vient aussi de la postérité à très long terme de la mythologie grecque. Mais malgré tout ça, je vais terminer là-dessus, on trouve deux grandes notions qui sont propres à l'épopée, la double motivation des actes des personnages, la notion d'hubris, la notion de destin, qui sont réappropriées et qui sont modélisées de façon très efficace, avec évidemment un souci qui est très loin d'être un souci universitaire, mais un souci avant tout de mécanismes de jeu qui soient amusants, qui soient équilibrés, et en fait ça fonctionne assez bien. Voilà. Mais merci beaucoup. On est en train de déraper un peu sur le temps, mais peut-être une question ou deux rapide, et puis on continuera pendant la pause, d'accord ? Allez. Voilà, alors ça fait à peu près 15 ans que je n'ai plus fait de grec, mais mon prof de grec à l'époque nous avait tenu une théorie, un plaidoyer en faveur des péplums, parce que selon lui, avant Homère, avant Hésiode, la mythologie à l'époque était colportée par des conteurs, et chaque conteur racontait la même histoire, mais en se l'appropriant. Et donc maintenant, en faisant un péplum, on raconte la même histoire, mais on se l'approprie. Enfin, la personne qui fait le réalisateur du film ou fait pas quoi. Et donc, dans cette même veine, finalement, ces trois jeux qui prennent un univers et une mythologie et se l'approprient complètement, recréer des monstres, recréer des trucs, est-ce que ce ne serait pas finalement
encore plus historique que de juste se baser sur Homère, en allant plus loin et en reprenant le système des conteurs d'époque et de se l'approprier à sa propre sauce. Alors en fait, oui, tout à fait. D'une certaine façon, les péplums actuels font la même chose qu'Homère. Bon, Homère n'a pas existé, mais il a quand même écrit les épopées. Enfin, il les a pas écrites, mais il les a écrites quand même. Donc l'Iliade et l'Odyssée, en fait, sont le produit d'une longue tradition orale, collective, d'un système de vers formulaires, etc. Donc des aèdes extrêmement doués qui étaient capables d'improviser ou en tout cas de mémoriser des longs passages. Et ces aèdes, effectivement, quand on étudie l'Iliade et l'Odyssée, ça ne correspond à aucune époque historique précise. Enfin, on s'est beaucoup disputé entre universitaires là-dessus, mais on est en train d'arriver à peu près à un consensus là-dessus. C'est un mélange entre plusieurs périodes qui sont la période mycénienne, puis ce qu'on appelle les âges obscurs, avec plusieurs siècles d'écart. Et quand on regarde, en fait, ce n'est pas du tout un univers cohérent, ni un univers réaliste. C'est-à-dire que vous avez des héros qui vont dans la mêlée, qui se battent au corps à corps, et qui en même temps sont transportés là par des chars qui ne servent pas du tout pendant la bataille. C'est pas du tout réaliste. Vous n'avez jamais de combat à plusieurs contre un, c'est toujours des duels, donc c'est des mêlées très organisées, etc. etc. Si vous regardez pareil les armes, etc., vous avez des mélanges entre des armes en bronze, des armes en fer, etc. Ce que font les péplums, quand vous regardez un film, si vous êtes historien, vous étouffez souvent un fou rire parce que vous avez un temple classique avec un costume, des armes en bronze, etc. Donc ça pioche dans tous les sens, mais dans l'esprit, c'est la même chose. Tout à fait. Alors merci pour cet exposé. J'avais une question sur la valeur éducative que peuvent avoir ces jeux. Est-ce que ces jeux apprennent quelque chose sur la mythologie antique aux gens qui les jouent ? C'est assez compliqué de répondre. Je pense que ça dépend un peu des jeux. Si on regarde Dieux ennemis, par exemple, on a quand même une réflexion sur le voyage du héros qui peut quand même aider. C'est pas mal de savoir ça. Si on regarde Antica, Antica pour le moment, alors c'est un jeu qui a plein de défauts, que j'aime même pas spécialement, mais par rapport à ce qui s'était fait avant, c'est quand même nettement plus proche de la mythologie grecque dans le sens où Antica va abondamment puiser dans le bestiaire authentique. Il n'y a aucun monstre inventé. Il y a des monstres qui parfois sont complètement obscurs, sortis d'un bout de bas-relief, etc. Mais ça a vraiment existé. Donc de ce point de vue-là, oui. Après, ce qui pose plus problème et qui est objectivement beaucoup plus difficile à faire quand on construit un jeu, c'est respecter l'esprit, plonger un petit peu dans les notions anthropologiques, restituer les coutumes, etc. Là, de ce point de vue-là, c'est pas fidèle, mais ça n'essaye pas vraiment de l'être. Donc j'ai tendance à dire oui, ça dépend. Ok, je suis désolé, je pense qu'on peut discuter pendant la pause, mais merci beaucoup.